Le parti malagasy Miaramyang, via son président Azwan Ndenarvilo, a soulevé 4 questions après le sommet de la COI et l'accueil du président français à Madagascar, à savoir l'absence de conférence de presse, car il n'y a eu qu'une déclaration à la presse malgache, la restitution des îles éparses, le manque de discussions concrètes et des éclaircissements sur le projet Vulbe et la Tirama. À peine les invités repartis, la vie normale a repris son cours à Matananarivo et les embouteillages sont réapparus. Pendant la visite, la commune avait interdit la présence des sans-abri et des mendiants sur les trottoirs, selon les dires de ces derniers. Cependant, dès le départ des délégations, ils ont réinvesti le remplacement habituel. Quatre questions nécessitent des réponses et des clarifications de la part des dirigeants suite au sommet de la COI et à l'accueil du président français à Madagascar, a déclaré le parti malagasy Miaramyang par l'intermédiaire de son président Azwan Ndenarvilo. Tout d'abord, à l'issue d'une visite d'État, il est habituel que les deux chefs d'État tiennent une conférence de presse. Pourtant, cela n'a pas eu lieu et seule une déclaration à la presse a été faite. Pourquoi cette différence ? Azwan Ndenarvilo a souligné que l'absence de questions-réponses avec la presse et le peuple malgache après la rencontre bilatérale traduit un manque de transparence. En termes d'avantages mutuels, parce que dans une relation d'État-État, d'État souverain, il est essentiel que chaque partie y trouve son compte. Malheureusement, certains dossiers n'ont pas pu être rendus publics et c'est un peu le point d'ombre de cette visite car la transparence et la démocratie exigent la transparence et la redevabilité. Malheureusement, il n'y a pas eu de conférence de presse commune mais uniquement une conférence de presse pour la presse étrangère. Ensuite, il a rappelé que la restitution des îles éparses à Madagascar est une résolution des Nations Unies qui doit être mise en œuvre et non une cogestion, comme l'a affirmé le président français. Ce qui surprend, c'est le silence du chef d'État malgache, car c'est le président français qui a mené les discussions sur les îles éparses et non à Jadwin. Pourquoi ce silence ? De plus, il semble peu probable que la France soit convaincue si la délégation malgache continue de se comporter comme lors des précédentes rencontres. Nous sommes étonnés du silence de la partie malgache par rapport à ces déclarations qui ne correspondent pas aux résolutions des Nations Unies et qui s'apparentent à une ingérence dans les affaires nationales malagasy. En effet, les îles éparses, par principe, doivent être restituées à Madagascar. Et la position de la France, là-dessus, elle est ce qu'elle est, mais la position des Malagasy, depuis le début, et de tous les régimes successifs, c'était la restitution de ces îles. Aussi, suite à ces déclarations, nous demandons au gouvernement malagasy de clarifier sa position actuelle. Est-ce que cette position a changé ou bien elle est restée la même? Parce que les déclarations tendant à inverser les rôles dans cette négociation ne sont pas productives pour une résolution intelligente comme avait préconisé donc, le groupe président français. Ces îles, encore une fois, je le répète, appartiennent à Madagascar. Et c'est à Madagascar, en tant que pays souverain, de décider ce qu'il va en faire par la suite. Et ça ne regarde que les Malgaches et personne d'autre. En outre, Azwan Ndenarvilo a déploré l'absence de discussions concrètes pendant la rencontre où seules les apparences et les cérémonies ont été mises en avant. Il a aussi souligné la prépondérance de l'implication étrangère dans le développement de Madagascar.
Enfin, concernant le projet Volubé, des éclaircissements sont nécessaires. Le fonds souverain sera utilisé pour ce projet du côté de Madagascar et pour la France, il y aura la participation de la société EDF. Selon le président du MMM, la Jirama devrait être désignée comme représentant du gouvernement malgache dans ce projet. Nous nous étonnons que dans ce pacte d'actionnariat qui vient d'être mis en place, l'État malagasy, dans la dernière étape, soit représenté par le fonds souverain de Madagascar, lequel fonds souverain pose encore beaucoup de questions sur sa légalité et surtout sur son fonctionnement. Et je pense que les institutions internationales comme le FMI avaient déjà émis des réserves là-dessus. Est-ce que ces réserves ont été levées? Il faut nous le dire. Mais surtout, pourquoi mettre le fonds souverain malgache comme futur actionnaire de ce projet, or que de l'autre côté, donc l'État français a mis EDF. La logique voudrait que ce soit la Jirama qui soit actionnaire dans ce projet, parce que c'est la Jirama qui est le premier partenaire de ce projet Volubé. Toutes ces questions exigent des réponses claires et transparentes de la part des dirigeants et de toutes les responsables afin de garantir une gestion transparente du pays. Jusqu'à présent, les dirigeants attendent souvent des sommations avant d'agir. Et quand il n'y a pas de pression, ils laissent les problèmes s'enliser. À peine les invités repartis, les habitants de la capitale ont déjà repris le cours normal de leur vie quotidienne, alors que la circulation avait été exceptionnellement fluide lors de l'arrivée du président français. Les embouteillages ont rapidement refait surface. Ce vendredi, presque toutes les grandes artères de la ville en ont été affectées. Aujourd'hui, la circulation a été fortement encombrée en raison du grand nombre de voitures. Mercredi et jeudi, en revanche, la circulation était fluide. De nombreux fonctionnaires et travailleurs étaient absents. Les vendeurs ont commencé leurs activités jeudi et vendredi. Par ailleurs, durant les 2 jours de la visite des délégations étrangères, la commune urbaine d'Antananarivo avait interdit la présence des sans-abri et des mendiants sur les trottoirs. Une mesure visiblement temporaire, car dès aujourd'hui, ils ont réinvesti leur emplacement habituel. Nous n'étions pas là car on nous avait dit qu'on ne pouvait pas être présent, étant donné qu'un président étranger allait arriver. Nous avons donc vendu ce que nous avions chez nous, car sortir mendier était impossible. Les autorités devraient porter davantage attention aux personnes en difficulté dans les rues. De son côté, la présidence de la commune urbaine d'Antananarivo a tenu à remercier les habitants de la capitale. Selon elle, grâce au respect de l'organisation imposée, la ville a prié. Une déclaration qui soulève toutefois une question. Cette dynamique de propreté et de réorganisation urbaine va-t-elle se poursuivre jusqu'au sommet de la SADC prévu en août prochain ou s'arrêtera-t-elle ici? Selon Andradzwild, les Malgaches, y compris les paysans vivant en zone rurale, sans électricité, sont heureux malgré la pauvreté. Il affirme qu'ils se contenteraient de 100 € pour être heureux. Il a précisé que les critères de mesure du taux de pauvreté, tant à l'échelle internationale que locale, diffèrent, car chaque peuple a ses propres facteurs de pauvreté et de bonheur. Cela implique qu'il ne prend pas en compte les chiffres publiés par les experts des organisations internationales, telles que la Banque mondiale. Cependant, il est indéniable que les Malgaches vivent dans une grande pauvreté. Le prix de la viande est devenu inabordable pour une grande partie de la population. Les bouchers interrogés ont souligné une baisse significative de la consommation de viande en raison des difficultés économiques des ménages. Auparavant, ils vendaient entre 60 et 70 kilos de viande par jour. Aujourd'hui, ils peinent à écouler 40 kilos. Auparavant, le kilo coûtait 18 milliards, mais il est maintenant à 20 milliards. La consommation a diminué en raison du coût de la vie actuelle. Certains parviennent encore à acheter 1 kilo, mais la majorité se contente d'un demi-kilo, voire d'un quart ou l'équivalent de 3 000 et 2 milliards, alors qu'auparavant on achetait entre 2 et 3 kilos.
Les consommateurs ont également confirmé la détérioration de leur pouvoir d'achat. De plus en plus, il leur est impossible d'acheter de la viande chaque semaine et rares sont ceux qui peuvent s'en permettre 2 ou 3 fois par semaine. Pour les ménages vulnérables, en particulier ceux vivant en zone rurale, la consommation de viande se limite à 1 ou 2 fois par mois. En conséquence, la consommation de viande bovine par habitant n'atteint que 16 grammes par jour, bien loin des 125 grammes recommandés par les normes sanitaires. Les justifications du dirigeant qui se heurtent à la réalité vécue par la population et aux chiffres officiels de la Banque mondiale illustrent la gravité de la pauvreté à Madagascar. Cette situation fragilise le pays sur la scène internationale et le rend plus vulnérable à l'exploitation par les puissances étrangères, selon un historien et enseignant-chercheur. Quels que soient les pays qui se disent nos amis et nous considèrent, il ne faut jamais oublier que leurs intérêts restent leur priorité. Ils savent que Madagascar se trouve dans une position de faiblesse en raison de sa pauvreté, et ces grandes puissances profitent de cette situation pour imposer leur vision. C'est pourquoi nous avons du mal à revendiquer nos droits. Le président malgache devrait prendre en considération les leçons et les messages transmis par les chefs d'État étrangers, notamment face à la pauvreté et au courage nécessaire pour défendre les intérêts du pays. Le fait qu'un Jadwil n'a pas répondu publiquement au souhait du président français de devenir partenaire dans l'exploitation des ressources minières, en particulier des terres rares à Madagascar, lors de leur rencontre bilatérale, est une acceptation implicite selon le dirigeant du parti Irpultigam Tamach. L'exploitation des ressources minières ne doit pas être menée à la légère ni guidée par des logiques opportunistes. Elle exige maturité, responsabilité et considération de l'intérêt supérieur de la nation. Et Jan Jadwil n'a pas osé insister sur la revendication des îles éparses. Les accords conclus entre les deux parties semblent n'être qu'un scénario préétabli sans réel impact sur l'amélioration des conditions de vie de la population. Ils abordent ce sujet en amis, mais n'oublions pas que le président représente un État dont il devrait défendre ses intérêts avec fermeté. La véritable question est, aime-t-il réellement sa patrie? Est-il réellement prêt à protéger les richesses minières du pays? S'agissant des terres rares, son silence équivaut à un accord. Des accords ont-ils déjà été conclus en coulisses? Nous ne devrions pas brader nos ressources, mais rechercher de véritables partenariats, transparents et équitables, pour qu'elles profitent réellement au peuple. Le discours du président français confirme la domination française sur l'économie malgache à travers de nouvelles formes de colonisation, tandis que le discours du président malgache révèle clairement la faiblesse de la diplomatie malgache. On a eu le sentiment qu'Emmanuel Macron arrivait en terrain conquis. Son discours manquait d'annonces fortes. Concernant les îles éparses, il faut rappeler que la dernière réunion de la commission mixte remonte à 2019, soit il y a 6 ans. La prochaine est annoncée pour le 30 juin, mais tout laisse penser qu'elle sera suivie, une fois de plus, d'un long silence. Les dirigeants devraient oser défendre la souveraineté nationale s'ils sont vraiment patriotes et soucieux du développement du pays. Madagascar dispose d'une grande diversité de ressources minières, mais jusqu'à présent, seule une minorité en tire profit au détriment de la majorité. Cela appelle des politiques publiques cohérentes et des solutions durables pour faire des ressources minières un véritable levier de développement. De nos jours, les jeunes s'intéressent de moins en moins à la lecture de livres physiques, en grande partie à cause de l'essor des technologies numériques. Ils privilégient la facilité d'accès
offertes par les livres électroniques, les recherches via Google ou encore l'utilisation de l'intelligence artificielle. Pourtant, selon une étudiante à la faculté d'économie, les connaissances acquises à travers les livres physiques restent plus riches et plus complètes que celles provenant des sources numériques. Les étudiants ne sont plus habitués à lire des livres et se tournent souvent vers Google et ChatGPT pour leurs travaux de recherche. Pourtant, les livres recèlent bien plus d'informations que ces sources numériques. Certaines connaissances, encore inconnues de Google, se trouvent exclusivement dans les livres. C'est précisément ce constat qui a motivé la faculté d'économie, de gestion et de sociologie, EGS, à organiser une série d'activités autour du monde du livre. L'objectif, sensibiliser les étudiants à l'importance de la lecture et leur faire redécouvrir les atouts du livre physique afin qu'ils ne se limitent pas uniquement aux outils technologiques. Les études requièrent la consultation d'ouvrages, mais certains étudiants n'y prêtent plus attention. Beaucoup se contentent de lire les résumés ou quelques mots-clés. Pourtant, au-delà des connaissances qu'ils apportent, les livres jouent un rôle essentiel dans le développement de la concentration et l'amélioration de la syntaxe. La qualité des copies rédigées par un lecteur assidu diffère nettement de celle de ceux qui ne lisent pas régulièrement. La Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, célébrée chaque année le 23 avril, est un rendez-vous important pour les passionnés de lecture. Comme cette date correspondait cette année à un jour férié à Madagascar, la faculté EGS a choisi de marquer l'événement le vendredi 25 avril. Le thème retenu était « Livre et auteurs, piliers de développement ». À cette occasion, des stands, des conférences, des ateliers ainsi que des spectacles ont animé la journée.